Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, l'idée c'est toujours une prise en charge précoce. Généralement en santé publique, quand la personne décède dans les 48 heures de l'admission, l'on doit également rechercher des causes préhospitalières. C'est toute une communauté qui a saisi ces mœurs et avec l'idée d'imposer des normes parce qu'il y a une pandémie n'était pas du tout la bonne. Cette maladie touche des personnes. On ne va pas continuer à traiter une maladie, mais nous prenons en charge une personne qui vit dans une communauté. L'état psychologique de toutes ces personnes qui sont frustrées, stressées, malades ou pas, et donc leur avenir qui devient plus ou moins flou, ils doivent avoir l'information, ils doivent participer à la construction des décisions. Bonjour Monsieur Don Getro Mavungu. Bonjour Pierre. Vous êtes congolais, professeur à la faculté de médecine Notre-Dame de Kasaï. Vous avez fait vos études à l'université de Liège, à l'UCL et à l'ULB, entre autres en sciences biomédicales et pharmaceutiques, et vous êtes spécialiste en santé publique. C'est bien ça. Vous êtes également spécialisé en phytothérapie, et vous faites également partie à l'université de Kasaï du Centre interdisciplinaire de recherche en ethnopharmacologie. Vous faites également partie de l'UNOPS, qui fait partie des Nations Unies, où donc vous êtes spécialiste en plaidoyer, spécialement dans le domaine de la malaria. Exact. Voilà, et donc vous venez ici nous parler de votre approche de la gestion Covid, dans votre pays je suppose, et donc de la prise en charge peut-être des patients au Congo. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe là-bas? Quelle est votre approche globale sur cette crise Covid? Merci beaucoup. Donc, effectivement, dans le cadre de la riposte, je suis membre de ce qu'on appelait en RDC le comité multisectoriel de riposte Covid-19. Pour comprendre un peu cette structure, elle est en fait présidée par le Premier ministre. Donc, c'est le Premier ministre qui est le président, et puis le secrétaire, c'est le ministre de la Santé. Alors, du point de vue technique, il y a ce qu'on appelle le secrétariat technique. Là, nous entrons dans tout ce qui est terrain. Alors là, c'est géré par le patriarche, comme nous aimons bien l'appeler, le professeur Jean-Jacques Muyembe. Et donc, qui est virologue, qui a une expérience internationale qui n'est plus approuvée, notamment qui a participé à la mise au point du remède contre Ebola. Et donc, il a un recul de plusieurs années sur ce problème de santé. Et au niveau du secrétariat technique, le secrétariat technique est en interaction avec ce qu'on appelle la task force, qui est, entre guillemets, l'œil du chef de l'État. La task force, c'est une structure présidentielle, mais qui est en interaction et avec la primature, avec le ministère de la Santé, mais également avec le secrétariat technique, pour que le chef de l'État ait chaque jour la situation claire de ce qui se passe. Et nous sommes au niveau de ce secrétariat technique. Il y a des commissions, plusieurs commissions, notamment la commission de communication, la commission des mitigations des risques. Et donc voilà, il y a plusieurs commissions, notamment la commission prise en charge. Et cette commission prise en charge est dirigée par le professeur Kayembe, cette fois-ci. Donc Jean-Marie Kayembe, qui est le recteur de l'université de Kinshasa actuelle. Et moi, je suis membre de cette commission en charge de l'assurance qualité. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment la partie traitement des patients Covid. Oui, c'est pas traitement, mais c'est prise en charge. C'est vraiment différent. Oui, tout à fait. C'est la prise en charge. C'est une approche qui est holistique, comme on va essayer de voir. Tout à fait. Et donc, au point de vue Covid, quelle est la situation en RDC? Oui, actuellement, nous avons 77 000 cas pratiquement confirmés depuis le début. Sur une population de combien à peu près? Plus de 80 millions d'habitants. Oui, donc c'est relativement fait par rapport aux pays européens. Oh, oui, il faut noter aussi que, comme partout à travers le monde, il y a quand même une relative sous-notification des cas. Le fait que certaines personnes ont cette hésitation d'aller tout simplement se faire diagnostiquer. Mais ce que nous avons comme chiffre, 77 000 cas confirmés depuis le 10 mars 2020, où nous avons eu le premier cas, et 1200 décès. Donc nous sommes autour de 1,5% de létalité. Voilà. Donc on peut dire quelque part que la crise a été assez bien gérée. Bon, si je compare par exemple à la situation belge, où effectivement on est à près de 30 000 morts, je pense maintenant, pas loin, c'est relativement faible.
tant mieux. Hein, en fait, oui, c'est-à-dire je ne peux pas être jugé parti. Ce qui est vrai, c'est que humblement, nous partageons l'expérience de la RDC et nous tous, nous sommes en train d'apprendre de cette maladie. Le contexte est déjà différent en termes de climat, en termes de poids de comorbidité, parce que nous sommes dans une transition épidémiologique où on a plus eu des maladies transmissibles et très peu des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, que l'on retrouve chez nous plus dans des grandes villes, dans des agglomérations. Et nous sommes en pleine transition. Pendant qu'ici, voilà, c'est pas la même chose. La pyramide des âges est inversée ici. On a plus des personnes qui sont quand même assez âgées. Pendant que nous, on a un taux de létalité qui est plus élevé, avec une pyramide qui a sa forme où on a plus des jeunes, des personnes qui sont relativement jeunes. Bref, ça serait difficile pour moi de porter directement une comparaison pour aller dire qu'on a mieux géré. Oui, non, c'est juste que nous aimerions aussi partager l'expérience plus de la prise en charge. Parce que ce que je veux dire, ça ne va pas forcément engager toute la riposte, mais ça engage essentiellement la prise en charge où j'ai participé dans la mise au point des stratégies. Voilà. Et donc justement, parlez-nous un peu de ces stratégies. Qu'est-ce que vous avez mis au point sur le terrain ? Comment est-ce que vous avez organisé de nouveau cette riposte ? Voilà. D'entrée des jeux, il faut dire que l'aspect positif qu'il y a eu dès le départ, c'est que la RDC était en train de sortir d'une épidémie Ebola. Donc nous avions des gens encore sur terrain qui venaient de gérer une situation qui, aujourd'hui, avec le recul, nous comprenons que Ebola est de loin, c'est un virus qui est de loin plus meurtrier que le SARS-CoV. Donc bref, des gens qui étaient aguerris, qui étaient sur terrain, toujours dirigé, cette riposte a été aussi dirigée par le professeur Muyembe. Et donc le chef de l'État a vu que le patriarche pouvait très facilement aussi gérer la riposte Covid. Et c'est ce qui a été fait. Et donc du coup, il y a cet avantage de l'expertise, l'Ebola était à l'Est, mais qui sont venus à Kinshasa pour la capitale, parce que l'épicentre, c'était à Kinshasa. De l'Ebola ? Non, de Covid. Ah pardon. Covid. Donc pendant que Ebola, c'était à l'Est du pays. Donc du coup, le professeur Jean-Jacques Muyembe a ramené sa partie de l'équipe qui était à l'Est pour venir constituer une autre équipe à Kinshasa. Oui, donc on peut dire que par rapport ici, le gros avantage que vous avez eu, c'est que vous êtes habitué à gérer des épidémies, ce qu'on ne sait pas faire de base ici en fait. Exactement, ça c'est déjà... où il y a toutes les institutions du pays. Donc c'est ce qui a fait que très rapidement, ça a quand même paralysé le fonctionnement du pays et même la gestion n'a pas commencé facilement. Voilà. Tout à fait. Les gens ont vraiment paniqué ? Oui, parce qu'il y avait les images de la Chine. Ah oui, tout à fait. Et oui, alors c'est ça aussi la difficulté, c'est que c'est la première pandémie pendant l'ère du numérique. Donc les gens étaient assez bien informés, il y avait une perception de gravité de cette maladie, d'une part. Et donc après la Chine, nous avons vu l'Italie et puis l'Europe a commencé à être de plus en plus touchée. Mais d'autre part, il y avait aussi cette campagne qui présentait les faits comme un complot. Ça a créé en même temps une réticence. Donc il y avait une peur, mais animée quand même d'une réticence d'aller vers les structures de soins. C'est comme ça dans ce contexte que nous avons commencé la riposte. Donc les gens vraiment ont eu peur d'aller se faire soigner ? Oui, peur parce que d'une part, être déclaré cas Covid, ça faisait peur. Parce qu'après, on se dit, avec ce qu'on voit à la télé, si c'est vrai que ce complot est vrai, qu'est-ce qu'on fera de moi demain ? Donc les gens avaient peur. Et comme toutes les maladies qui n'ont pas de traitement efficace, il y a la stigmatisation qui s'installe. Ça a été le cas avec les VIH, beaucoup d'autres maladies. Quand il n'y a pas de traitement, c'est comme ça. Et après, il y a la discrimination de ceux qui portent cette maladie, qui sont très mal vus. Et nous avons connu la même chose au début de la riposte. Donc, quand nous avons eu les premiers cas, effectivement, il fallait rapidement mettre sur pied des stratégies qui marchent. Nous avions eu des premières tendances, certains en fait, experts internationaux qui ont estimé que nous devrions nous attendre à 75 000 morts pour la RDC, au vu de plusieurs aspects, le fonctionnement du système de santé, la promiscuité qu'il y a à Kinshasa et bien d'autres choses. Mais là, nous sommes à 1200. Donc voilà. Mais nous étions maintenant face à cette situation et il fallait mettre en place des stratégies.
Nous avions mis en place, notre stratégie, c'était celle-ci. Dès que vous avez les symptômes qui étaient connus à l'époque, dès que vous présentez ces symptômes-là, nous avions mis il y avait un numéro qui était plusieurs numéros qui étaient ouverts, il fallait appeler et une équipe passait chez vous à la maison, vous évaluer. Ah oui. Oui, vous évaluez. Au cas par cas. Au cas par cas, oui. Parce que tout au début, il n'y avait pas trop de cas. Donc voilà, il fallait très rapidement, parce que dans tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, l'idée c'est toujours une prise en charge précoce. Alors ça, c'est vraiment c'est le cœur de notre stratégie. Tout à fait. Et pour ça, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'équipe d'intervention rapide. Je vais expliquer après, mais pourquoi une prise en charge précoce? Avec un peu de recul, nous avons vu que nous avions eu raison d'avoir ça comme un réflexe, parce qu'avec cette maladie, donc c'est un virus qui dérange, je vais utiliser un peu les termes que monsieur tout le monde peut comprendre. Le virus, il entre dans le corps doit se défendre, il trouve qu'il y a un corps étranger, et le corps réagit à cette attaque, à cette agression. Et c'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Donc au départ, la réaction, elle est très bonne. Mais seulement dans ce cas, c'est comme quand nous voulons tuer une mouche dans cette salle avec un marteau. Qu'est-ce qui arrive? La table sera cassée, on va perdre le micro. Et c'est ce qui arrive dans ce cas. Le corps réagit, mais de manière disproportionnée par rapport au virus. Il libère beaucoup de substances toxiques. Et ces substances ne vont pas seulement s'attaquer au virus, mais s'attaquent aussi aux organes du corps. Donc c'est comme ça qu'on a les poumons qui vont présenter des problèmes, le cerveau et bien d'autres, ils vont enclencher beaucoup d'autres mécanismes. Et comme on dit, le corps s'emballe. Et c'est ce qu'on appelle cette tempête cytokinique, ou l'orage cytokinique, selon les auteurs. Tout à fait. Alors, plusieurs études ont démontré que généralement, c'est autour du 8e jour que le corps réagit de manière disproportionnée. En moyenne, donc. En moyenne, c'est une moyenne. Et donc, on a 4 phases. On a une première phase où on n'a que la présence du virus. Une deuxième phase où le virus est encore là. Et en fait, on a plus des actions du virus, mais aussi de la réaction inflammatoire. Et la troisième phase, nous avons essentiellement cette tempête cytokinique, donc l'orage cytokinique. Et la 4e phase, c'est la phase lésionnelle où les lésions se sont installées suite à cet orage cytokinique et il faut gérer. Donc, nous avons dit il y a 4 phases. Nous avons compris que nous devions plus nous concentrer sur la première phase déjà, commencer les traitements pour soit éviter, soit minimiser l'orage cytokinique. Voilà un peu notre cœur de stratégie. Et c'est autour du 8e jour que nous avons ça. Nous nous sommes basés sur des éléments. 3 mois après la riposte, nous avons réalisé ce qu'on appelle l'audit des décès. Nous avons voulu comprendre pourquoi nous avons perdu nos compatriotes, malgré la prise en charge. La maladie, elle était certes nouvelle. Et pour ça, nous avons réuni toutes les parties prenantes. Et c'est là où nous avons fait intervenir le plaidoyer. Quand je dis toutes les parties prenantes, nous avons d'abord la présidence qui était représentée par la task force, comme j'ai dit tantôt, l'œil du chef de l'État, donc lui-même le conseiller spécial du chef de l'État en matière de la couverture santé universelle. Le docteur Kamba était présent à cette séance. Au niveau de la primature, nous avons un conseiller en charge de Covid qui était présent et les conseillers au niveau du ministère. Nous, le secrétariat technique, étions présents, mais aussi les partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, CDC, l'ENABEL. L'ENABEL, c'est ce qui était coopération technique belge. Voilà, qui était aussi, d'ailleurs c'est l'ENABEL qui a financé cette activité-là. Donc je tiens à remercier carrément le peuple belge et le Royaume de la Belgique pour cette implication. Donc pendant 6 jours, nous avons analysé notre propre prise en charge pour ressortir les points forts mais aussi les failles. Et donc c'est là où nous avons réalisé l'audit des décès et nous avions relevé quelques points qui nous ont motivés d'aller dans le sens d'une prise en charge précoce. Premièrement, il ressortait que des personnes décédées, la moitié de ces personnes décédées ont commencé leurs premiers symptômes 5 jours avant l'admission. Oui. Autrement dit, si c'était la fièvre, c'était 5 jours avant l'admission qu'il a commencé sa fièvre. Donc avant l'admission à l'hôpital? Avant l'admission à l'hôpital, oui. Okay. Donc la moitié, c'était ça ce qu'on a vu. Et aussi, 61% des personnes décédées sont décédées dans les 48 heures d'hospitalisation. Généralement, en santé publique, quand la personne décède dans les 48 heures de l'admission, l'on doit également rechercher des causes préhospitalières. Donc ça nous renvoie déjà à des raisons qui ne sont pas forcément techniques
au niveau de l'hôpital. Nous avons également vu que près de 80% de ces personnes avaient au moins une comorbidité, de ces personnes décédées avaient au moins une comorbidité, et 70% sont arrivés dans une phase sévère ou critique. Donc en fait, trop tard. Quasi, oui, parce qu'on a quand même récupéré quelques personnes à l'état sévère, mais c'était pas très bon. Voilà, donc le pronostic vital est très engageant en ce moment-là. Avec ce faisceau d'arguments, nous avons compris qu'il faut une prise en charge précoce. Et donc c'est là que vous avez mis en route ces équipes pour aller voir les patients. Les équipes d'intervention rapide, exactement. Voilà. Donc ça c'était à peu près 3 mois après le début de la crise, pardon. Oui, nous avons commencé la crise. Ouais. Oui, et nous avons eu à faire notre décès 3 mois après. Pour comprendre ce qui s'est passé. Tout à fait. Nous avons mis en place ce qu'on appelait l'équipe d'intervention rapide. Quand ils arrivent, ils avaient 5 tâches. Donc, l'idée, c'était réduire les délais d'intervention auprès d'un patient. Dès qu'il y a un coup de fil d'un patient lambda présentant sa situation, qui pense c'est Covid, l'équipe descend sur terrain. La première des choses, c'est l'échange pour voir si effectivement la personne peut être considérée comme un cas suspect en termes d'une certaine exposition vers quelqu'un qui a été contaminé et tout. Et dès que la personne est déclarée comme un cas suspect, l'équipe fait directement le prélèvement à domicile. La personne est prélevée. Deuxièmement, il y a une évaluation clinique parce qu'après, Covid est venu s'ajouter dans un système qui avait déjà des problèmes de santé. Il y a d'autres qui sont déjà asthmatiques, connus depuis longtemps. Donc ça peut être simplement sa crise d'asthme, mais qui se présente qui mime un peu les symptômes de Covid, où il y a une dyspnée, il a une gêne respiratoire et tout, et ça peut toujours faire craindre cela. Donc, c'était des cliniciens, des médecins cliniciens qui vont évaluer, ils reviennent dans la médecine classique, ils se disent, Covid ou pas, monsieur, votre état nécessite forcément une prise en charge en milieu hospitalier. C'était ça d'abord le rôle. Déterminer si la personne peut rester à la maison, attendre les résultats, ou doit forcément être prise en charge en milieu hospitalier, quel que soit le problème. D'accord. Chez nous, par il y avait d'autres cas où la personne présente une transpiration, une forte transpiration, une température élevée, des frissons également, mais aussi on voit que la personne a une douleur à la fosse iliaque droite. Donc on peut aussi penser à une appendicite. Et donc du coup, une telle personne ne peut pas rester à la maison. On peut prélever, il peut y avoir après, le test peut revenir positif, mais son problème d'appendicite est aussi présent, qu'il faut prendre en compte. Donc pour de telles personnes, la décision c'était l'hôpital, aller en milieu hospitalier. Maintenant, si la personne peut rester à domicile, c'est-à-dire si les symptômes ne sont pas très très graves. Oui. C'est ça. Voilà, si les symptômes ne sont pas très très graves, la personne peut rester à domicile. Et pour arriver à distinguer les deux, il y a ce qu'on va appeler les critères de fragilité. On va en parler après. Et donc la personne doit rester à la maison, c'est bon. Mais en ce moment-là, il faudrait voir si les conditions sont réunies pour l'isolement. En moyenne, nous sommes en Afrique, la moyenne des ménages, c'est 7 personnes. Alors, on peut trouver une maison qui a 4-5 chambres. On se dit, une chambre peut être rendue disponible pour la personne qu'il faut isoler. Si c'est le cas, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas parce que la maison a 3 chambres, mais ils sont à 7, on se dit c'est difficile, ou 2 chambres pour cette personne. Tout à fait. Ça sera très difficile. Là, la décision est de conseiller la personne de se rendre à ce qu'on a appelé le centre d'isolement. On va en parler quand on va parler de la typographie de nos centres de prise en charge. Donc ça, c'est une décision qui est prise. Après, si la personne peut rester parce qu'il y a des conditions d'isolement, il faudrait expliquer aux membres de la famille comment ils vont vivre avec une personne qui pourrait être déclarée positive. Et donc contagieux. Contagieux. Et donc là, ce qu'on appelle les mesures de prévention et de contrôle de l'infection. Il faut expliquer, donc l'équipe expliquer à l'entourage, ses frères et sœurs, comment ils vont vivre, comment faire pour lui donner la nourriture, comment faire pour nettoyer ses vêtements, tout ça, sans l'exposer, jusqu'à ce qu'il y ait les résultats, que l'on sache si la personne est positive. Et après, la maladie crée un drame social. La maladie a créé des problèmes même au niveau des relations humaines. Donc, il fallait un soutien psychosocial. Il fallait dédramatiser la maladie auprès, tout justement, des proches. C'était ça leur rôle. Ils faisaient à l'immédiat. Et donc, après ça, nous avions parlé des critères de fragilité. Je voudrais juste vous couper une seconde. Vous aviez beaucoup de ces équipes d'intervention ? Oui, nous avions mis en place des équipes. C'était non, mais il y en a beaucoup.
Oui, En termes de personnel soignant, ça représentait combien de personnes? 50, 100? Oui, alors là, il faut que je dise quelque chose sur le système de santé. Au départ, il y avait très peu de cas, 30, 40, 50, 100 cas, on gérait. Mais après, ce n'était plus qu'à l'épicentre. La maladie s'est propagée carrément sur une grande partie de la ville. Et nous sommes appuyés, aux zones de santé, c'est-à-dire ça correspondrait, donc une ville, on prend la capitale Kinshasa, donc une province correspond à ce qu'on appelle une division provinciale. En termes de santé, c'est cette entité-là, province, c'est une division provinciale de santé. Et la division, une ville est divisée en communes, chez nous aussi, un peu comme en Belgique. Et chaque commune, plus ou moins, représente aussi une entité sanitaire qu'on appelle zone de santé. Et qui a un seul responsable qu'on appelle médecin-chef de zone. Et il gère comme ça une population qui va de 100 000 à 250 000 personnes. Et c'est ça, c'est sa population de responsabilité. Un peu comme les communes dans la région bruxelloise, en fait. Voilà, donc ça peut être une commune. Et donc là, il y a aussi un responsable sanitaire pour toute une commune. Et comme on le sait, une commune, une commune, oui. Une commune, oui. Et nous avons des quartiers. Et les quartiers représentent aussi une entité sanitaire, que chez nous, nous appelons aire de santé. Ah oui, c'est très divisé, en fait. C'est totalement divisé, c'est qui nous facilite un peu la tâche. Ah oui, oui. Voilà, et je vais aller un peu... Au lieu de tout centraliser, chaque petite parcelle, en fait, a sa propre autonomie, si on veut, sanitaire. Exactement. Ok. Et c'est très bien coordonné, ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Nous savons au niveau national, au niveau provincial, et comme on l'a vu au niveau des communes, et puis après au niveau des quartiers, on a les aires de santé. Et au niveau de communes, c'est un médecin qui gère, mais au niveau des aires de santé, ce sont des infirmiers qu'on appelle infirmiers titulaires. Ils tiennent des centres de santé de référence, et c'est eux qui gèrent carrément tout le quartier. D'accord. Voilà. Nous sommes appuyés sur l'existant. Donc, c'est au niveau de chaque commune où le médecin, dans ce qu'on appelle le bureau central, la zone de santé, le médecin chef de zone a d'autres médecins. Et ce sont ces médecins à lui de sa commune qui connaissent très bien la commune, qui étaient déployés en équipe d'intervention rapide dans leur propre commune. D'accord. Voilà. Un peu comme si ici on, entre guillemets, réquisitionnait les journalistes. Donc un peu comme si ici on réquisitionnait les médecins de ville pour faire des équipes d'intervention, en fait. Exactement. Ok. L'avantage que ça donnait, c'est que ces médecins-là connaissaient leur population de responsabilité. Et connaissaient éventuellement leurs comorbidités, leurs problèmes. Donc, voir un patient en dyspnée, il ne pensera pas forcément d'abord à Covid s'il sait que c'est... Donc, dyspnée, c'est la gêne respiratoire. S'il sait que c'est un cas d'asthme connu depuis longtemps, il passera d'abord par là et puis, bien sûr, on va aussi faire le test Covid. Donc, c'était ça l'avantage que nous avions eu. Nous sommes allés plus loin avec cette approche zonale. C'est ce qu'on a appelé la prise en charge communautaire. Voilà. Donc, il faut savoir que dans le contexte, par exemple, de la RDC, nous sommes dans un contexte de système complexe adaptatif. Donc notre système de santé est très complexe et il faut mettre en valeur les interactions entre les acteurs pour réussir. Et au niveau d'une commune, c'est toute une communauté qui a ses us, ses mœurs, et avec l'idée d'imposer des normes parce qu'il y a une pandémie, n'était pas du tout la bonne. C'était une approche des plaidoyers où nous sommes passés par ce qu'on appelle les relais communautaires. Les relais communautaires, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément une formation médicale. Vous pouvez être un relais communautaire, mais dans votre quartier. D'accord. Et un relais communautaire, c'est un membre d'une communauté qui travaille comme bénévole pour faire le relais, le pont entre les systèmes de santé et sa communauté. D'accord. Et donc, comme vous pouvez être un relais communautaire ici en Belgique, et vous allez vous occuper simplement de 3 rues. Votre rue et des autres rues. Des personnes que vous allez apprendre à connaître. Et quand il y a des informations sur Covid où les gens ne comprennent pas très bien, il y a beaucoup de doutes et d'hésitations. Le soir, autour d'un verre avec les voisins, vous essayez d'apporter plus de précisions. Et c'est ce qui facilite l'acceptabilité de ce que nous avons eu à faire. Et après, il y a eu l'appropriation de ces communautés, de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la prise en charge communautaire. Les communautés elles-mêmes s'engagent à essayer d'éradiquer, endiguer ou minimiser tout justement la transmission. Parce que ce qu'on appelle le code de langage. Donc il y a des choses qui seront mieux comprises. Vous savez comment ça se passe. Quand c'est votre copain qui vous explique, non seulement vous comprenez, mais vous avez confiance en lui. Georges, quand c'est Georges qui parle, moi j'ai confiance. Georges, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ces gens de la télé, j'ai pas trop confiance. Donc on est passé par là pour arriver à faire passer le message. C'était une des stratégies que nous avons prises en compte aussi. Alors, si je peux me permettre, je suis quand même fort étonné de tout ce que vous me racontez. C'est exactement l'opposé de ce que la Belgique, par exemple, a fait.
où là on a voulu tout centraliser, ne prendre personne en charge. C'est très bien d'ailleurs, mais c'est vraiment complètement l'inverse de ce qu'on a fait ici. Bon, c'est vrai. Oh oui, en termes de gestion, là... Il y a ce qu'on appelle le paradigme pasteurien. Paradigme pasteurien de manière, je peux dire, caricaturale, hein, parce que les défenseurs du paradigme pasteurien risquent d'être fâchés, mais de manière simple, c'est qu'il y a une maladie, une cause, un traitement. Donc tout est linéaire. Nous avons un problème de santé, nous trouvons la cause et nous trouvons la solution à cette cause. C'est bien, parce que même au départ, c'est ce que nous avions fait. C'était d'abord ce problème-là. Mais après, on se dit, cette maladie touche des personnes. On ne va pas continuer à traiter une maladie, mais nous prenons en charge une personne qui vit dans une communauté. Une communauté qui a des attentes, des hésitations, des doutes, mais une communauté aussi qui veut participer à cette riposte. Et donc, du coup, là, nous avons basculé de cette approche qui est le paradigme pasteurien pour bâtir nos stratégies de prise en charge sur ce qu'on a appelé le paradigme systémique. Nous avons pris en compte les interactions qui doivent être prises en compte. Hein. L'état psychologique de toutes ces personnes qui sont frustrées, stressées, malades ou pas, et donc leur avenir qui devient plus ou moins flou, ils doivent avoir l'information, ils doivent participer à la construction des décisions. Voilà, alors là, ce qu'on appelle maintenant, on est allé dans une approche bottom-up. Donc, on va de la base pour essayer de remonter l'information. Et nous, au niveau national, nous tenons compte de leurs attentes pour formuler un message qui puisse répondre d'abord à leurs attentes pour qu'il y ait adhésion. Tout à fait. Et l'épidémie de Covid, où est-ce qu'elle en est pour l'instant au Congo ? Elle est descendante, montante, ça stagne, un plateau Nous sommes en pleine quatrième vague. Oui, du variant Delta alors. Depuis fin novembre, il y a aussi la présence non seulement du variant Delta, mais aussi du variant Omicron. Voilà. Tout à fait. C'était aussi signalé, oui. Et donc pour l'instant, ça remonte, vos cas ? Oui, on a eu beaucoup de cas, mais bon, on gère. On est en train de gérer, oui. Et donc, comme vous sembliez me le dire, apparemment, ces cas sont vraiment concentrés dans les grandes villes. Oui, tout au départ, la capitale, donc Kinshasa, était l'épicentre. Donc la maladie, le premier cas a été identifié à Kinshasa, mais après, plusieurs grandes villes ont été touchées, notamment le nord, le sud Kivu, donc l'est du pays, le centre du pays, l'ouest du pays, voilà. Touché, oui. Au niveau de la vaccination, est-ce que vous avez un taux de vaccination élevé ou pas au Congo ? Parce que j'ai entendu dire qu'effectivement, il y avait pas mal de réticences, entre autres, de la population. Et peut-être également un manque de doses, ça je ne sais pas, on en parle quelquefois ici dans les médias, mais effectivement ça ne fait pas souvent les gros titres. Donc à ce niveau-là, où est-ce que vous en êtes ? Oui, il faut dire que nous devons revenir sur ce qu'on appelle les habitudes de soins. J'ai eu mes recherches doctorales, les enquêtes que j'ai eu à réaliser, c'est en territoire périurbain de Kinshasa. Et donc là, j'ai eu à rapporter tout justement les habitudes de soins. Premièrement, dans ces territoires périurbains de Kinshasa, le premier recours, c'est le recours à la pharmacopée traditionnelle. Pourquoi ? Parce que le territoire périurbain de Kinshasa est une sorte de mixture. C'est-à-dire, il y a l'étalement de la ville qui quitte l'épicentre pour aller vers la périphérie. Mais alors, les habitudes urbaines viennent se brasser à des habitudes rurales. Et donc, certaines personnes gardent leurs habitudes rurales de soins, mais tout en adoptant certaines habitudes urbaines de leur vie. Et bref, le premier recours d'abord en territoire périurbain, c'est la pharmacopée traditionnelle en grande partie. Et c'est seulement quand il n'y a pas de réponse que là, on peut recourir à la médecine conventionnelle pour des problèmes de santé. Alors, il y a certains problèmes qui, d'emblée, dans les représentations, sont des problèmes dont les causes sont plus des causes de sortilèges et tout. Et donc, le réflexe d'aller à l'hôpital vient très difficilement. Autre chose qu'il faut signaler, c'est que j'ai travaillé sur les médicaments, la qualité des médicaments. Je travaillais sur le paludisme. Nous avons opté aussi en RDC pour traiter les patients sur base de la chloroquine et l'azithromycine. Alors, les gens ont fait tout de suite un rapport entre Covid et le paludisme. Et en territoire périurbain de Kinshasa, beaucoup de gens recourent aux plantes médicinales. Moi, j'en avais répertorié 11 pendant mes études, que je suis venu analyser à Liège, dont 7 présentaient une activité antivirale in vitro. Donc, très rapidement, ceux qui ont l'habitude de recourir aux plantes médicinales ou à la pharmacopée traditionnelle ont recouru aux mêmes plantes.
Et donc, ça n'a pas facilité l'ancrage de notre prise en charge auprès de ces personnes-là. Et de même, la perception de l'efficacité du vaccin a posé beaucoup de problèmes parce que dans les représentations, nous avons mené une étude où certaines personnes pensent que le vaccin, en fait, il y a dans l'étude que nous avons menée, par exemple, moi avec mon équipe au niveau de l'université, il y avait 75% d'hésitation vaccinale. Ce qui est beaucoup. Oui, ce qui est très considérable. Et donc, dans les représentations, certains disent que c'est la marque de la bête. D'autres disent que ça a comme objectif nous rendre stériles. Et d'autres disent que justement que la peur, c'est parce que la composition n'est pas connue. En fait, ce sont des peurs qui sont assez similaires avec ce qu'on entend ici. Voilà, donc comme c'est pendant l'ère du numérique, donc les gens s'informent, ils suivent ce qui s'est dit ailleurs. Et donc ça n'a pas trop facilité cette vaccination qui est très faible maintenant. Je crois que les chiffres doivent être autour de 1% ou moins d'1%. Ah oui. Donc, pour l'instant, la couverture vaccinale est très faible. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est même pour ça qu'en janvier, nous allons faire une évaluation au niveau de la prépa. Parce que nous, la commission prise en charge, ne sommes pas en charge de cette vaccination. Oui, tout à fait. Et il y a une entité spécialisée qui est le programme élargi des vaccinations, qui a tout le matériel, qui a tout pour déployer les vaccins, depuis avec les autres vaccins déjà, qui est en charge de cette vaccination-là. Mais nous, dans la prise en charge, à partir de janvier, nous allons revoir notre guide de prise en charge. Donc, tous les outils de prise en charge, nous allons les revoir. Donc vous allez affiner votre technique en fait. Nous allons affiner les techniques simplement parce que tout au départ, il n'y avait pas de vaccin. Donc on n'a pas pris en compte dans nos stratégies tout justement le volet vaccination parce que nous serons plus aussi d'un peu dans la vaccinovigilance parce que nous aurons des patients vaccinés ou pas. Nous devons savoir ce qui s'est passé, les effets secondaires, quelle est l'implication de ces effets secondaires dans notre prise en charge. Mais aussi nous n'avons pas pris en compte le recours à la pharmacopée traditionnelle. Tout à fait. Or, il a été objectivé que beaucoup de gens, après plusieurs enquêtes, beaucoup de gens ont recouru à ça. Et certains ont la perception de l'efficacité. Et au niveau du pays, peut-être vous avez suivi les chefs de l'État une fois, il en a parlé, je crois qu'il était en Allemagne, où il a dit que localement, effectivement, il y a certains protocoles qui étaient prometteurs. Il a même cité le nom de 2 produits à base des plantes qui étaient prometteurs selon les informations qu'il détenait. Donc du coup, nous aussi au niveau de la prise en charge, nous devons à partir de janvier intégrer le volet pharmacopée traditionnel. Premièrement, nous devons nous encadrer l'utilisation de ce qui doit être utilisé. Donc il faut orienter les gens sur ce qui est retenu au niveau national. Comme étant potentiellement efficace. Comme étant potentiellement efficace à titre préventif ou curatif. Ou apportant simplement le bien-être ou une amélioration de la qualité de vie. Mais d'autre part, nous devons aussi suivre de près, faire ce qu'on appelle la phytovigilance. Nous avons eu un cas de décès dans une famille, une mère qui a perdu 3 enfants. Parce que recourant tout justement à une plante médicinale antipaludique, à titre préventif contre Covid, selon ce qu'elle a eu comme information, elle a non seulement pris ça par voie orale, mais elle a aussi pris ça par le lavement. Donc voilà. Ah oui. Oui, donc les 3 enfants ont bénéficié de ça par le lavement. Voilà. Et ils en sont décédés? Les 3 enfants sont décédés, oui. Ah oui. Oui, voilà, ce sont des cas isolés, mais qui sont quand même très dramatiques. C'est une famille qui disparaît, c'est pas intéressant. Donc nous devons encadrer l'utilisation. Même ceux qui ont toujours utilisé leurs plantes, nous devons encadrer. Donc on va essayer de faire la mise à jour de nos stratégies parce que nous avons fait depuis le début ce qu'on appelle le PDCA. Puisque le système est complexe. Qui veut dire? Oui, donc le système il est complexe, nous devons à chaque fois nous adapter. À chaque fois que nous mettons en place PDCA, ça veut dire Plan Do, Check Act. Nous planifions, nous intervenons, nous évaluons et nous corrigeons. Okay. Et c'est comme ça qu'on évolue et nous avons évolué. Et moi, je suis en charge de l'assurance qualité. Je parle de la prise en charge. Et c'est ce que nous avons fait. Nous mettons en place une stratégie, nous l'implémentons, nous évaluons. Et là où il y a des gaps, tout ça, ok, nous comprenons et nous mettons en place des mesures correctrices ou adaptatives selon les cas. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire en janvier ici avec toutes les parties prenantes. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui prennent cette initiative de communication. Nous, pour des problèmes de prise en charge, parce que nous constituons en fait ce qu'on peut appeler le dernier rempart. Parce qu'après l'hôpital, c'est soit vous êtes guéri, donc vous en sortez entre guillemets victorieux, soit c'est la morgue.
Et donc, nous avons le poids de toute l'organisation de la riposte. Nous sommes obligés d'arriver à mettre autour d'une table toutes les parties prenantes pour dire, bah, écoutez, à votre niveau, si vous essayez de prendre telle décision pour les décideurs, par exemple, nous, ça va nous soulager. Parce qu'il faut retenir une chose, et je crois que c'est connu, et je l'ai dit toujours dans les formations que j'ai eu à faire au niveau des provinces, c'est que les choix des politiques sanitaires et de leur stratégie dépendent des valeurs des décideurs. Donc tout ce que je vous dis, ça reflète un peu les valeurs des décideurs congolais. Mais nous avons eu à contribuer dans leurs décisions en mettant à leur disposition des évidences. À chaque fois qu'on a, par exemple, toujours parlant des décès en mars, nous avons vu qu'il y avait un problème en termes d'oxygène, par exemple. Les personnes arrivaient avec une saturation autour de 80, ceux qui sont décédés, après le dit des décès. Ceux qui sont décédés, la plupart sont arrivés à l'hôpital, ils ont été admis avec une saturation en oxygène autour de 81%. Ils sont remontés autour de 93%, et puis après, ils sont tombés autour de 45%, et on les a perdus. Ça, c'est quelque chose qui est très important, et je reviens sur ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont arrivés en retard, parce qu'à 80, on doit être autour de 98 à 100% de saturation en oxygène, c'est-à-dire la proportion d'oxygène dans le sang, donc au niveau des globules rouges, doit être de 98 à 100%. Alors, et ça c'est très important, je crois que c'est la clé des voûtes, entre autres, de la prise en charge précoce. En temps normal, lorsque votre saturation en oxygène commence à baisser, jusqu'à arriver à 95, 94, ok, qu'est-ce qui arrive? Il y a moins d'oxygène, il y a plus de CO2. Et le corps prend des dispositions, enclenche un mécanisme pour que vous ayez une respiration, augmenter la fréquence de votre cycle respiratoire pour que vous puissiez inspirer plus d'oxygène et sortir plus de CO2 pour rétablir l'équilibre. Mais en temps de Covid, pour plusieurs raisons, ce qui arrive, c'est que cette saturation en oxygène baisse, mais le corps ne sait pas déclencher ce mécanisme-là. Entre autres parce qu'il y a le taux de CO2 qui ne monte pas comme il se doit. Et qu'est-ce qui arrive? Vous avez l'impression d'être normal chez vous à la maison, pendant que le corps est déjà en souffrance. Vous avez peu d'oxygène. Et la diminution de l'oxygène va aggraver l'inflammation. Voilà. Et il y a des organes qui ne supportent pas ce manque d'oxygène et qui peuvent commencer à entrer en souffrance. Mais vous êtes lucide, comme si de rien n'était. Et au départ, nous nous sommes trompés aussi. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse. L'hypoxie heureuse, exactement. Et donc, lorsque nous avons compris cette affaire de hypoxie heureuse ou hypoxémie heureuse, nous avons compris que nous avons perdu des cas parce que les cliniciens qui viennent objectiver, sans saturomètre, passaient à côté. Et beaucoup de gens qui n'ont pas ces saturomètres, juste qu'on peut mettre au niveau du doigt un petit dispositif, beaucoup de gens ne l'ont pas. Beaucoup de gens, quand ils ont commencé à présenter les problèmes, ils étaient déjà à 85, 82. C'est en ce moment-là que finalement le corps a commencé à réagir. Il y avait la dyspnée et tout. Et la famille, ayant la perception de la gravité, a compris qu'on doit aller à l'hôpital, mais c'était quasi tard. Bref, en conclusion, pour nous, la prise en charge précoce des cas. Oui, et la chloroquine nous a beaucoup aidé. Nous avons eu des publications parce qu'après, il y avait... en fait, la chloroquine ne fait pas l'unanimité à travers le monde, on le sait. Mais nous, premièrement, parce que nos médecins ont un recul sur l'utilisation de la chloroquine. La chloroquine, comme vous savez, c'est un antipaludéen. C'est vrai qu'en RDC, il n'a plus été utilisé depuis quelque temps parce qu'il y a eu une résistance. Donc, le Plasmodium falciparum que nous avons en RDC a présenté une résistance à la chloroquine. Donc, on ne l'a plus utilisé contre le paludisme, mais il est quand même utilisé en rhumatologie contre certaines autres maladies. Mais en termes de recul, et les patients, et en fait la population congolaise et les prestataires ont un recul sur l'utilisation de la chloroquine. Ce qui fait que nous sommes partis sur ça et nous avons eu à faire 2 évaluations, donc 2 publications. La plus récente, c'était en mars-avril 2020, où nous avons évalué l'utilisation de la chloroquine en RDC pour voir si nous devions continuer ou arrêter.
Et donc vous continuez toujours à l'utiliser? Nous continuons parce que la chloroquine a baissé de manière significative les symptômes des patients au 10e jour par rapport à ceux qui n'avaient pas eu la chloroquine. Et la chloroquine a également réduit significativement le risque de décès au 15e jour par rapport à ceux qui n'ont pas eu la chloroquine. Nous sommes basés sur ces évidences pour motiver, encourager l'État congolais à acheter toujours la chloroquine. Et il faut signaler aussi que ce traitement conventionnel est gratuit. Ah oui. Donc, dès que vous êtes diagnostiqué positif, alors tout le traitement dont je viens de parler, azithromycine, chloroquine et tout, sont administrés gratuitement aux patients. Voilà. D'accord, parfait. Écoutez, monsieur Mavungu, merci beaucoup d'être venu.